Bonjour à toutes et tous, Radio Ultra épisode 13. Aujourd'hui, 3 choses au menu. 1. La diversité des pratiques. Et quand on parle de trail, il peut y avoir 10 000 façons de le pratiquer, de s'entraîner, ce pourquoi on veut s'entraîner, comment s'y retrouver, quel type de choses on veut réussir à faire. Et en fonction de ce qu'on veut réussir à faire, de notre profil, qu'est-ce qu'on peut déduire sur notre préparation et notre entraînement? Comment l'adapter? Ce que je vous propose, c'est une certaine méthode pour le mesurer et l'exprimer en termes d'intensité et de consommation énergétique. Premier sujet. Deuxième sujet, comment finalement se fixer des objectifs? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul objectif? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Quelle hiérarchie? Quelle temporalité? C'est ce qu'on verra, ou du moins une lecture que je vous proposerai. Et ensuite, où en est la polémique UTMB, une semaine après l'explosion, on va dire, et la sortie du mail de Jornet et Miller. Voilà ce qui nous occupe aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et que vous passez un bon lundi. Premier point, pour vous dire peut-être la genèse de pourquoi parler de diversité des pratiques. Grosso modo, je suis la formation du DU Trail Running à l'université Grenoble-Alpes. La première session en présentiel avait lieu la semaine dernière. Et du coup, hyper intéressant parce que le DU s'appelle DU Trail Running. Donc a priori, on est tous là pour parler de trail running. Et on était à peu près 35 étudiants, une bonne trentaine d'étudiants dans l'assemblée. Et ce qui était marquant et trop cool en même temps, c'est la diversité des profils et des pratiques. Qu'on ait des âges déjà de personnes qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Diversité des âges, diversité géographique aussi des lieux de vie, qui habitent en Bretagne, qui habitent en Belgique, qui habitent au pied des Alpes, qui habitent dans le sud-ouest, donc des réalités d'entraînement qui sont complètement différentes, des pratiques elles aussi différentes, certains qui venaient de s'y mettre et venaient de commencer, d'autres qui en faisaient depuis 20 ans, certains qui le faisaient en amateur et pour se faire plaisir, qui venaient plutôt de l'alpi ou d'autres sports, d'autres au contraire qui étaient quasi pro en team et qui faisaient des distances, certains allaient faire du 10, 20, 30 km, d'autres allaient faire de l'ultra et plusieurs centaines de kilomètres. Donc on mesurait derrière DU Trail Running finalement la diversité des pratiques que ça pouvait représenter. Et ce pourquoi je vous en parle, c'est que derrière, on a eu un cours, dans les 4 jours, il y avait un cours de bioénergétique. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce cours de bioénergétique, c'est que finalement, par l'expression et par des calculs assez simples de consommation d'énergie, pour pouvoir réaliser du coup les trails qui correspondent à notre pratique, en fait, on mesurait cette diversité-là et elle était représentée factuellement par des calculs. Et c'est ce que j'aimerais là vous partager. Parce que du coup, le trail, on peut le pratiquer toutes les distances, tous les niveaux, qu'on soit pro, qu'on soit amateur, tous les âges. Et on avait une présentation d'Adrien Séguré, le sélectionneur de l'équipe de France de trail, qui montrait pour la fédération quelles sont les épreuves qui correspondent à du trail en fonction des âges, et notamment le fait que jusqu'en junior, je crois, à 18 ans, la catégorie 17-18 ans, les épreuves ne dépassaient pas 25 km effort. Donc un kilomètre effort, c'est la totalité, la somme des kilomètres parcourus en distance, additionnée de tranches de 100 mètres de dénivelé positif. Donc 25 km effort, ça peut être soit un 15 km avec 1000 de D+, soit un 20 km avec 500 de D+, par exemple. Donc diversité des distances parcourues, des niveaux auxquels on parcourt ces distances, des âges aussi et des encadrements pour parcourir ces distances. Donc comment s'y retrouver ou mettre en évidence le fait que moi, comment je me positionne en fonction de où je viens, de mon âge, de la distance que je veux faire, de mon niveau, par rapport à ce que je vais attendre de l'entraînement que je vais mettre en place. Et notamment, du coup, le cours de bioénergétique de l'effort proposait des outils, et c'est ça que je voudrais vous partager là aujourd'hui, sans trahir aucun des secrets du cours. Mais du coup, l'idée, c'est de dire quel est le coût énergétique de l'effort qu'on veut faire ou qu'on vise à faire, que ce soit notamment en course à pied. Donc, l'idée, c'est de partir de postulats très simples, mais qui, a priori, sont assez proches de la réalité et qui donnent déjà des bons ordres de grandeur. Pour calculer, du coup, le coût énergétique de la course à pied par kilomètre parcouru à plat, donc ça, ce sera notre unité de départ, c'est le coût énergétique de la course à pied par kilomètre parcouru à plat. Et on voit que c'est exprimé en millilitres d'oxygène par kilo de poids de corps par kilomètre parcouru. Et donc, on consomme à peu près 200 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids de corps par kilomètre parcouru. Et ensuite,
Donc ça, c'est en termes de coût énergétique. Donc il y a d'un côté l'oxygène comme intrant, de l'autre côté plutôt ce qui est nécessaire à la consommation, à la création d'énergie. Il n'y a pas que l'oxygène, il y a aussi les nutriments et notamment glucides, lipides ou protéines. Naturellement, on va taper beaucoup plus dans les glucides et dans les lipides que dans les protéines, dans des proportions entre glucides et lipides qui vont varier en fonction de l'intensité et la durée de l'effort. Donc pour cette consommation énergétique, grosso modo, le chiffre qui était partagé, qui est une moyenne naturellement, qui varie, mais grosso modo pour l'avoir en tête, 1 kilocalorie par kilo de poids de corps par kilomètre parcouru. Et une fois qu'on a ça, l'idée c'est de dire que donc ça nous permet de calculer le coût énergétique par kilomètre parcouru à plat. Or, quand on fait du trail, potentiellement on va rajouter du dénivelé. Donc l'idée c'est d'exprimer en distance équivalente à plat en kilomètres, ce qu'on va faire avec du dénivelé. Et donc là, l'idée est de prendre la distance totale en kilomètres plus une unité par tranche de 100 mètres de dénivelé positif dans la course pour arriver à des kilomètres efforts. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer le coût énergétique en oxygène en millilitres d'oxygène par kilomètre parcouru. Donc combien est-ce que je vais avoir besoin d'oxygène et donc de combien est-ce que je vais devoir ventiler d'oxygène pour, pas d'air, mais d'oxygène pour parcourir 1 kilomètre. Ce que je vous propose ensuite, c'est de le déduire et de l'exprimer différemment, c'est-à-dire mon coût d'oxygène, mon coût énergétique en oxygène en millilitres d'oxygène par minute. Et là, la différence avec le kilomètre, c'est que ça inclut la notion d'intensité. Donc en fait, quand vous exprimez en millilitres d'oxygène par minute, vous avez une appréciation beaucoup plus fine de à quelle intensité vous allez devoir ventiler pour parcourir cet effort-là. Et enfin, le coût énergétique en kilocalories de l'épreuve que vous voulez faire ou que vous voulez préparer. Et donc là, ce que ça nous permet très rapidement, donc je vous partage le dossier dans le groupe, dans l'Ultra Libre, et vous pourrez le dupliquer si vous voulez vous construire le vôtre. Donc, une fois que vous rentrez votre poids, et là, je vous ai mis, moi j'ai pris 6 dossards en 2023, donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire le calcul sur ces 6-là. C'est pas du tout un exemple ou quoi, mais c'est pour essayer de faire passer le message qui m'intéresse aujourd'hui et voir si ça peut vous être utile ou pas. Donc sur ces 6 dossards-là, mon poids a toujours été le même, 83 kg. Les distances, par contre, je les ai fait varier beaucoup. La plus petite, ça a été 26 km avec 800 de D+, un urban trail. Et puis la plus longue, ça a été 160 km avec 10 000 de D+. Donc, on arrive en kilomètres effort, 26 plus 800, 26 plus 8, 34. Et donc là, c'était 170 plus 10 100 de D+, 170 plus 10 100. Alors, comment est-ce qu'on arrive à 271 bref, je vais revérifier le calcul. Est-ce qu'il y avait plus de dénivelé ? Potentiellement, ou c'était 170 et 10 000. Ouais, je crois que c'était 170 et 10 000. Donc 170 plus 100, 270. 271, il y a un peu plus, 10 100, disons. Donc voilà, donc j'ai fait varier, bref, entre 34 km effort et 271 km effort, avec des parcours intermédiaires, puisque grosso modo, il y avait 2 à 40 avec 1000 à 2000 de D+, 43 avec 1000 à 2000 de D+, donc un 170, un 140 avec 9000 de D+, et intermédiaire, un 80 avec quasi 4000 de D+. Donc ça, c'est distance équivalence à plat, et durée de l'effort en minutes, donc là, c'est juste le nombre d'heures. Là, j'avais mis 2h03, donc ça nous fait 123 minutes. Et là, j'avais mis un peu moins de 40 heures, du coup 39h46, ça fait 2386 minutes. Donc une fois que vous rentrez ces paramètres-là pour vous, du coup, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, ça nous donne ça. Et ça nous donne, donc moi, sachant que donc ça nous donne quelques éléments. Et c'est les conclusions que je vous propose de partager parce que je les trouve assez intéressantes et ça nous permet de se situer, de situer notre pratique et donc notre objectif à l'entraînement de qu'est-ce qu'on veut atteindre parce que c'est ça, a priori, qu'on va devoir développer le jour J. Donc naturellement, mon coût énergétique en oxygène, pour me déplacer, pour faire 1 km, comme je fais toujours le même poids, du coup j'ai besoin de 16,6 litres d'oxygène par kilomètre que je vais parcourir, moi, avec mes 83 kilos. Ensuite, donc ça varie pas. Donc chaque kilomètre ne dépend que de mon poids. C'est déjà une première conclusion que je vous propose et que je mets ici, c'est que la consommation énergétique ne dépend pas du niveau du coureur, mais de l'épreuve en elle-même et du poids du coureur. Mais donc, que vous soyez premier, dernier, au milieu du classement, peu importe, vous aurez
la même consommation énergétique pour parcourir cette épreuve. C'est-à-dire qu'un UTMB, pour une personne de 70 kg, qu'elle soit élite, qu'elle soit amateur ou autre, la consommation énergétique, que ce soit en kilocalories comme en quantité d'oxygène, est la même. Par contre, c'est sa répartition qui va être différente et donc son intensité. Et ça, quand on exprime le coût énergétique en oxygène, cette fois-ci en millilitres d'oxygène par minute et non plus par kilomètre, bah là on va normaliser par la vitesse et donc l'intensité et la performance du coureur. Et donc ça va être intéressant parce que ça nous donne une idée de l'intensité à laquelle on va courir cette épreuve-là. Moi, dans l'exemple là et dans mon cas, assez naturellement, ce que je vois, c'est que sur l'épreuve qui a été la plus longue, donc le 170 avec 10 000 de D+, et ben mon coût énergétique en millilitres d'oxygène par minute a été le plus faible à ce moment-là, 1,4 litres d'oxygène consommé par minute. Rien à voir avec, et c'est pas illogique, l'épreuve la plus courte et les 26 km avec 800 de D+, où là par minute, alors que je suis la même personne avec le même poids, je consommais non plus 1,4 litre d'oxygène par minute, mais 4,6 litres d'oxygène par minute. Donc un besoin de ventilation et une consommation d'oxygène dédiée à l'effort que je voulais soutenir, qui varie plus du simple au triple. Et donc ça, hyper intéressant de s'en rendre compte. Ça veut dire que, en fonction de l'épreuve que je voulais faire, là, l'année dernière, je voulais varier un peu les distances et voir ce qui se passait en termes d'allure, de ressenti, etc. Ce que je vois, ce que je mesure, c'est que j'ai la même personne, la même corpulence, mais sur des parcours différents, j'ai une intensité effectivement qui a varié de 1 à plus, de 3 fois plus. Donc ce que je vais demander à mon corps en termes de sollicitation a varié énormément. Ça, c'était en termes d'intensité. Maintenant, si je parle en termes de coût énergétique total pour cette épreuve, là, je vois que sur ma distance courte de 26 km et 800 D+, j'ai consommé, entre guillemets, pour me mouvoir mon corps de 83 kg pendant un peu plus de 2 heures, la totalité de cette épreuve-là a consommé 2800 kcal. Alors que sur mon 170, à l'inverse, pour prendre la mesure extrême, là, on est à plus de 22 000 kcal. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait passer comme message ? Là, du coup, moi, l'idée ici, c'est de prendre conscience de la totalité de l'énergie que va nous demander la course qu'on appelle de ses voeux ou qu'on veut faire. Et là, naturellement, quand on est à 2800, pour donner des ratios et des points de départ, grosso modo, un adulte homme de 70 kg, on considère qu'on va consommer au repos, sans faire d'activité sportive, mais en vivant normalement une journée, environ 2000 kcal. Donc là, 2800, on voit que grosso modo, si je ne fais pas d'effort dans ma journée particulier, juste pour vivre et maintenir mon activité cérébrale, etc., je vais quasiment doubler, passer de 2000 à la 2000 plus 2800 pour faire cet effort-là. Donc je vais avoir 2 fois quasiment ce que je consomme normalement si je ne fais pas de sport dans une journée. A l'inverse, dans un 170 qui là a duré quasiment 40 heures, 22 000 kcal. Et là, on voit que c'est de l'ordre de, si je ne fais pas d'effort dans une journée, l'équivalent de 10 jours que je vais consommer en moins de 2 jours, puisqu'en moins de 40 heures. Donc là, on est sur des notions qui sont beaucoup plus larges. Et là, on va les rapprocher à 22 000 kcal, non pas de ce que je vais consommer dans une journée, à savoir autour de 2000 kcal, mais beaucoup plus en fonction des réserves énergétiques totales qu'on peut avoir dans le corps à un instant T. Et ça, si on les mesure, les 2 sources principales d'énergie, c'est glucides et lipides. Grosso modo, et ce qu'on trouve dans Guillaume Millet Ultra Trail, c'est que mes réserves corporelles en glucides, en termes de réserve énergétique totale dans mon corps, sont environ de 20 000 kcal. Et là, je vais en passer plus de 22 000. Donc, a priori, ça nous donne un aperçu que si j'étais uniquement sur du glucide pendant ma course, certes, je peux en absorber aussi pendant que je vais courir, mais on voit bien que ces réserves ne sont quasiment pas suffisantes pour permettre de faire cet effort-là. D'autant que c'est pas, j'ai 20 000 de réserves et je vais utiliser 19 500 et être en pleine santé. Non, au contraire, on ne peut pas s'approcher du maximum. On arrête avant, notre cerveau dit stop avant d'être ne serait-ce que proche de la limite. En revanche, on sait que les réserves lipidiques sont de l'ordre, d'après Guillaume Millet toujours, de 100 000 kcal dans le corps. Donc on voit que là, quand on met en perspective les 20 000 au total sur mon 170, par rapport aux réserves glucidiques, c'est sûr que ça passe pas même si je m'alimente en course.
Par contre, on voit que pour le lipidique, ça fait 20% des réserves lipidiques et ça paraît beaucoup plus envisageable. Donc effectivement, j'ai un couple là d'intensité plutôt basse et de durée et de somme totale assez conséquente versus là où je vais beaucoup ventiler et avoir un effort qui est hyper intense pour une consommation qui est bien moindre que ce que je vais faire sur un 170. Donc ça, l'intérêt, quel est l'intérêt finalement de savoir ça et qu'est-ce que ça peut nous donner ? Pour moi, le premier, c'est quand on est amateur, quand on est autodidacte et qu'on se lance, le premier, c'est assez simplement, avec juste 2-3 paramètres, mesurer qu'est-ce qui va réellement nous être demandé le jour J. C'est-à-dire que si vous avez envie de, je ne sais pas, faire un 80 km avec 2000 de D+, en temps d'heure, parce que vous vous dites, tiens, ça c'est à peu près l'objectif, ou d'habitude j'arrive à la moitié du peloton sur 20 km, du coup si j'arrive à la moitié du peloton sur 80 km, quand je regarde ce qui s'est passé l'année d'avant, ça me fait arriver à peu près tant de temps, du coup vous pouvez mesurer ce que vous avez envie de faire, où est-ce que se situe l'intensité et le coût énergétique total. Vous pouvez mettre ça en regard de ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire si vous avez fait plus court, est-ce que ça représente, en fait, en intensité, il va falloir que j'aille 3 fois moins intensément, ou 2 fois moins intensément, grosso modo, même s'il n'y a pas que l'oxygène qui compte, mais grosso modo, vous allez avoir une idée de à combien de fois moins intense ou plus intense c'est, et quelle somme totale d'énergie je vais devoir dépenser par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc ça, vous pouvez le faire non seulement par rapport à la course que vous avez envie de faire, par rapport à celle que vous avez déjà faite, et aussi par rapport à des activités qui seraient autres, et notamment, donc là c'est le coût énergétique de la course à pied par kilomètre parcouru à plat. Donc j'imagine que ce serait potentiellement un peu différent pour la randonnée, mais à mon avis on ne devrait pas être trop loin. Si vous êtes un gros marcheur, et que vous avez déjà fait des randos sur plusieurs jours, etc., ou même sur une journée assez conséquente, vous pouvez vous amuser à calculer aussi, a priori, et même si le modèle sera moins juste, mais a priori ce que ça vous a coûté cette rando, pour positionner aussi l'effort de trail par rapport à ce que vous avez déjà fait, soit en rando, soit si dans votre métier au quotidien, vous marchez beaucoup, vous êtes toujours debout, etc., ça vous permet aussi de le mettre en lien. Et là, l'idée derrière ça, c'est de voir que, la consommation énergétique ne dépend pas du niveau du coureur, mais de l'épreuve. L'intensité, en revanche, va dépendre du niveau du coureur et que, du coup, les intensités et la consommation totale énergétique varient énormément, ratio de 1 à 10, de 1 à 4, en fonction de la distance, du dénivelé et du poids du coureur. Et l'idée, c'est d'être un peu plus maître de sa pratique pour voir, en fonction de ce que j'ai envie de faire, voilà ce que ça va nécessiter. Et du coup, est-ce que je retrouve l'intensité que je veux reproduire le jour J à mon entraînement ? Ou est-ce que je suis à une intensité qui n'a rien à voir ? En termes de consommation énergétique, est-ce que je m'entraîne, on va dire, sur, je ne sais pas, des sorties de 15 km qui vont me faire consommer à l'intensité où je l'ai fait 1500 kilocalories et je mange une compote pendant que je fais cette sortie-là, prendre conscience que le jour J, en fait, c'est 10 fois ça que je vais devoir demander à mon corps. Par contre, l'intensité va être moindre. Du coup, est-ce que je m'entraîne à l'intensité qui sollicite celle que je vais avoir en course ou pas ? Est-ce que je mange ce qui est consommé ou pas le jour J. Typiquement, avec 22 000 kilocalories, on va consommer normalement beaucoup plus de lipides que dans les 2800 kilocalories de cette épreuve-là. Donc, est-ce que effectivement, je varie bien dans mon entraînement et aussi le jour J, mon alimentation en fonction des réserves que je vais mobiliser pour produire ces efforts-là ? Bref, j'espère que c'est intéressant. Je vous le mets là, c'est un outil. Moi, j'avoue que ça me passionne et ça m'aide, non seulement pour moi, mais aussi pour accompagner. Donc voilà, derrière la diversité des pratiques et ce qu'on entend derrière le trail, se rendre compte et mesurer grâce à la bioénergétique et de façon assez simple, la diversité de ce que ça représente et potentiellement des objectifs différents, des pratiques différentes qui ont juste des objectifs, encore une fois, différents. Ça fait la transition avec le deuxième sujet du jour sur les objectifs. Et là, on avait un cours de préparation mentale et on s'est posé la question, et c'est François Castel qui nous partageait finalement comment définir un objectif. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif ? Quelle est la genèse ? Comment on se définit un objectif ? Est-ce qu'il y en a de nature différente, etc. Et il nous faisait part de 3 types principaux d'objectifs. Des objectifs de résultat, des objectifs de performance et des objectifs de processus et de maîtrise. L'objectif de résultat, c'est plutôt celui, tiens, je veux faire telle course en tant de temps. Ou je veux faire premier du classement, par exemple, ou je veux faire un podium. Ça veut dire que c'est un objectif qui est binaire et qui est non répétable. C'est-à-dire que c'est binaire, c'est soit je l'atteins pas, cet objectif de résultat. Soit je suis premier, soit je suis pas premier. Et c'est pas répété, c'est-à-dire que c'est je suis premier à telle course.
C'est pas je suis premier une fois dans la saison ou etc. Donc ça, c'est l'objectif de résultat. Le deuxième, c'est l'objectif de performance. Et là, c'est plutôt quelque chose qui dépend de soi, pas des autres. Quand on dit je veux être premier, bah, naturellement, ça va dépendre aussi. Sa capacité à réaliser et à être premier va dépendre des autres. Un objectif de performance, ça peut être une vitesse, ça peut être une distance qu'on veut couvrir, ça peut être une fréquence cardiaque, cible, etc. Cette performance, elle dépend de soi. Et potentiellement, je peux, le jour J, bon, elle va arriver qu'une seule fois, mais je peux déjà la répéter, parce que cette vitesse, je peux avoir cette vitesse à l'entraînement, cette fréquence cardiaque aussi. Donc ça dépend de soi et c'est déjà un peu plus répétable. Et le troisième type d'objectif, c'est les objectifs de processus ou de maîtrise. Et là, c'est quelque chose qu'on peut entraîner, qui est réutilisable et entraînable. Et là, c'est beaucoup plus, par exemple, et qu'on peut mesurer. Je sais pas, je fais attention à ma foulée. Et parce que c'est polémique, on en parlait la semaine dernière dans le groupe, le 180, par exemple, je me fixe un objectif de cadence et donc je peux le mesurer et c'est un objectif de maîtrise et de processus, c'est-à-dire je veux essayer d'être à 170 pendant 10 minutes à 12 km/h, par exemple. Et là, vous avez un objectif de processus, de maîtrise, pareil, ça peut être des objectifs de technique, je veux me servir des bâtons de telle façon, je veux être capable de monter, je veux réussir à maîtriser ma technique de montée et de descente en me sentant de telle façon. Ça, c'est un objectif de processus ou de maîtrise qui est réutilisable et qui s'entraîne et qui dépend que de soi. Et donc, en gros, il faisait toute une hiérarchie entre ces objectifs, entre l'objectif du coup de résultat qui arrive qu'une seule fois et qui est binaire et qui ne dépend pas de nous à 100%. Ensuite viennent les objectifs de performance, déjà un peu plus répétables et qui dépendent que de nous. Et ensuite, les objectifs de processus et de maîtrise qui peuvent être réutilisés et qui dépendent que de nous et qui sont aussi ceux qu'on va retrouver le plus à l'entraînement puisque naturellement l'objectif de résultat il est pour la compétition le jour J. Et l'idée c'est de voir comment est-ce que je fixe de façon certaine et très claire mon objectif de résultat, mais ensuite je le mets quasiment un peu de côté pour le décliner en objectif de performance, puis en objectif de processus et de maîtrise, que je vais pouvoir aller, et cette hiérarchie des objectifs descend de la performance le jour J de la compétition à un objectif de quasiment chacune des séances d'entraînement ou de processus beaucoup plus à moyen ou long terme. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant, cette notion d'objectif. Vous pouvez la creuser si vous voulez, François Castel en parle, et je trouve ça hyper intéressant. Si à l'inverse, on se concentre uniquement sur son objectif de résultat tous les jours de toute la vie et qu'on se dit, bah non, je veux être, par exemple, je veux être champion olympique tous les jours de toute la vie, et c'est un peu ce que Dan montre dans la vie courante et ses conseils à Jim Wemsley qui disait, je veux gagner l'UTMB, je veux gagner l'UTMB, je veux gagner l'UTMB, et je ne vis que pour gagner l'UTMB. Et Dan qui lui disait, ok, ça, tu veux gagner l'UTMB. Par contre, ça va passer par, au quotidien, comment est-ce que tu appréhendes la montagne, les Alpes, comment ça se passe sur ce terrain-là, etc. Et une fois que ça va se débloquer, ça va mieux passer, que ton passage de nuit entre Courmayeur et Champais, tu le maîtriseras mieux, etc. C'est à ce moment-là que la conséquence, ce sera ton objectif de résultat et une victoire sur l'UTMB, ce qu'il a réussi à faire. Mais du coup, hyper intéressant cette structuration d'objectifs et comment les hiérarchiser, on va dire, dans quelle temporalité, dans quelle répétabilité pour déduire son entraînement. Troisième sujet du jour, du coup, c'est les suites de cette polémique un peu UTMB qui nous dépasse. On en parlait la semaine dernière. Mais l'idée que là, ce qui s'est passé dans la semaine, c'est qu'on a vu que François Den, notamment, a pris la parole pour dire oui, moi, j'aimerais bien aller le recourir en 2025. Quasiment nonobstant, on va dire, ces questions de marketing, de positionnement, etc. Simplement, de son point de vue, lui, d'athlète et de ce qu'il prend plaisir à faire, voilà, j'aimerais y retourner assez régulièrement en fonction de mes envies et de ce qui m'anime à ce moment-là pour me faire plaisir. On a vu aussi Kylian Jornet donner un peu plus de contexte, être un peu plus précis dans la présentation, un peu plus constructif sur des prochaines étapes et plus dans le concret. Et puis on a vu aussi, je disais hier sur LinkedIn, Madame Poletti qui s'exprimait sur qu'est-ce que ça représente, l'alliance avec Ironman, le fait que l'UTMB Group a pour actionnaire minoritaire l'Ironman, mais que je crois que c'est les Poletti eux-mêmes qui restent majoritaires. Sur ce que ça représente, cette industrie, cette UTMB Group, en termes de salariés, en termes les relations aussi, elle l'évoquait très rapidement, mais avec l'associatif, de qu'est-ce que ça avait permis de développer, qu'est-ce que c'était maintenant en termes de développement économique, qu'est-ce que ça représentait concrètement le trail et l'ultra. Et du coup, je trouve que au-delà des détails et pour continuer la discussion qu'on avait la semaine dernière et le débat, je trouve qu'en une semaine, on a déjà fait avancer les choses au sens où on est parti de quelque chose de très émotionnel, de très
très polémiques, pas forcément très précis, et c'est un peu ça qui fuite et qui fait grand bruit en général dans la presse, et ça a été le cas, où là, après une semaine, on est 1 degré de moins, on va dire, dans la polémique et dans le ressenti, dans l'émotionnel, pour être au contraire 1 degré plus loin dans le réalisme, dans plus déjà des chiffres, des éléments qui sont tangibles, etc., des intérêts qui sont clairement, on va dire, évoqués, et comme s'il y avait, on faisait un chemin, enfin une étape de plus vers, du coup, un dialogue assez constructif pour réellement avancer avec, du coup, ce qui est en jeu derrière et cette notion de responsabilité, de qu'est-ce que représente quoi, quelle est la responsabilité que chacun de ces organismes, que ce soit les athlètes de haut niveau, que ce soit l'UTMB Group, qu'est-ce qu'ils représentent en termes de responsabilité collective, non seulement pour un organisme privé, pour une épreuve, on va dire, à fort quotient, à forte charge émotionnelle et représentationnelle, presque de sociologie, de ce que représente l'UTMB, mais aussi l'UTMB Group, de ce que représentent les athlètes, et je trouvais que tout ça était de plus en plus, on va dire, constructif, à voir où est-ce que ça va mener, mais dans tous les cas, je trouvais qu'on avait diminuer d'un cran d'émotionnel et passer un cran dans beaucoup plus de réalité et potentiellement de responsabilité, même si je ne juge pas, je suis très loin de ces débats-là. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous sera utile. Vous pouvez encore une fois retrouver ce document et le dupliquer pour le faire vôtre en lien dans l'Ultra Libre. Prenez soin de vous, bonne semaine et à très vite.